Je vais en effet parler de savoir-être vétérinaire et de prise de commémoratifs anamnèse. Avant de démarrer, quelques liens d'intérêt, comme Dan l'a expliqué, je ne suis pas universitaire. Je suis le directeur d'une agence qui s'appelle Wolf Learning Consulting. Donc, on est une agence qui fait du conseil en formation et des parcours de formation sur mesure pour la santé animale. On travaille avec les laboratoires, les pet fooders, mais aussi beaucoup les sociétés savantes comme les écoles vétérinaires, le SIMV, les SCAP, la BAC aussi, qui a été un de nos premiers partenaires. Alors, je vais vous démarrer par une petite histoire. En 2003, pour ceux qui se souviennent, c'était le début de la guerre en Irak, le dernier vol du Concorde, la première fois que le génome était décodé, la canicule, donc ça vous rappelle un petit peu. C'était une année importante aussi pour la profession vétérinaire, puisque je sortais de l'école vétérinaire de Lyon et je partis en remplacement pour la première fois de ma vie, comme beaucoup d'entre vous, dans une petite clinique dans le Beaujolais. Et j'ai fait 15 jours, et les seuls 15 jours de clientèle de ma vie. Euh, Deux raisons à ça. Je me sentais un peu light techniquement, mais bon, ça, à la limite, ça s'attrape. Mais j'ai été traumatisé par deux conversations avec deux clients. Une vieille mamie qui perdait son chihuahua qui a pleuré dans la salle d'attente et j'ai pas pu la gérer. Et ensuite, un conflit ouvert avec un client qui a une péritonite après un piomètre que j'ai probablement pas bien géré et qui m'a traumatisé à vie, en fait. Et j'ai dit, je ne ferai plus ça de ma vie. Et c'est suite à ça que je suis revenu, on va dire c'est un peu masochiste, mais où je me suis intéressé aux éleveurs de chiens et je me suis intéressé à une clientèle encore probablement plus compliquée avant de passer pour l'industrie. Ce mur des compétences transverses, ce qu'on appelle, que les Anglais appellent soft skills ou savoir-être en français, je pense que c'est une problématique, on le sait, assez générale de la profession. Elle est liée à plein de, on va dire, de dimensions de cette profession. On a parlé du programme de sélection, le rapport à l'euthanasie, les clients qui ont changé le rapport à leur animal. Mais la réalité, il faut se dire les choses, c'est en tout cas, moi, la perception que j'en avais, c'est qu'au début des années 2000, je n'ai même pas le souvenir d'avoir eu une heure de cours sur comment communiquer correctement avec un client. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez des gens comme, alors, je ne connais pas tout le monde, mais par exemple Chantal Legrand à Alfort, qui est recruté spécifiquement sur ces sujets. Et quand vous regardez le référentiel de compétences des cliniques des vétérinaires édité par les écoles vétérinaires, les savoir-être, qu'on a ici à la slide, hein, donc la capacité à travailler en collaboration, à communiquer, à agir en scientifique, tout ce qui est éthique, ben, en fait, ils sont mis au même niveau que ce que les Anglais appellent les hard skills, c'est-à-dire les savoir-faire, que sont le raisonnement clinique, le geste technique, dont Anne nous a parlé notamment dans les centres de simulation. Donc il faut aussi qu'on arrête un petit peu je pense, de s'auto-flageller de temps en temps dans la profession. La réalité, c'est que ces compétences, bien sûr, on peut améliorer leur formation, probablement qu'il y a des choses à faire, mais qu'aujourd'hui, je pense que globalement, la prise de conscience a été faite et que des choses se mettent en place. Elles se mettent en place aussi au niveau de la profession, de manière générale. Quand on regarde la formation continue, la FECABA, par exemple, pour nommer qu'elle, a un vrai programme, une vraie intention, on va dire, de développer ses compétences dans le cadre de la formation continue. Quand on regarde la VAC, bah, il y a des groupes, hein, le GERM par exemple, qui depuis plusieurs années ont déjà pris ce sujet à bras le corps. Quand vous prenez des groupes comme Ergon par exemple aussi, ça se développe énormément. C'est également un vrai sujet de recherche, on en a parlé dans les écoles vétérinaires. On fait une recherche sur PubMed par exemple, avec le mot Communication Skill Veterinary, on a plus de 500 articles qui ressortent, qui sont en peer review. Alors parfois des reviews, parfois des études en double aveugle, avec notamment beaucoup de pays qui vont dire qui jouent un peu la locomotive, comme le Canada, par exemple, l'université de Guelph est très très moteur sur ces sujets. Et finalement, ces savoir-être, ces capacités à communiquer, on le sait, ils sont critiques, et elles sont critiques notamment dans le monde professionnel, mais aussi dans le monde vétérinaire. On parle de gestion de conflits, on parle d'empathie, on parle de prise de décision, on parle de savoir gérer l'erreur. Tout ça, encore une fois, ça fait partie de notre métier. Euh, on va dire que, alors pour ceux qui me connaissent, je suis un peu provocateur hein, toujours, mais on a eu tendance, je pense, à penser dans le passé que, en fait, ces compétences molles, comme disaient les Anglais, je déteste ce terme, mais ces compétences transverses plutôt, ne s'apprenaient pas, que c'était inné, on les avait ou pas, on était empathique ou pas. La réalité, c'est que les plans de formation, développement de ces compétences, ça existe, et
qu'avec des vraies logiques de formation qui vont, notamment travailler sur des exercices d'autoréflexion, des mises en situation, on peut développer ces compétences. Un exemple classique, par exemple, c'est l'écoute active. Avoir des compétences d'écoute active, reformuler, poser les bonnes questions. Il y a des formations et ça se développe. La question et l'invitation que Dan et Christian, m'ont envoyée, c'est: «Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment le digital, en fait, peut aider à ça?» et notamment, montrer comment l'intelligence artificielle va changer, en fait, la capacité à former et à développer ses compétences et l'aptitude, et on va se focaliser sur une compétence particulière qui est, de manière assez large, l'aptitude à communiquer. Alors, on va se dire les choses, hein, on va avoir un pied dans les savoir-être, c'est-à-dire, la capacité, par exemple, on en a parlé, à faire de l'écoute active, à communiquer clairement, à avoir un joli, non verbal, par exemple, mais aussi un peu de technique. Comment poser les bonnes questions, par exemple, sur une prise d'anamnèse commémorative, comme, Dan l'a expliqué. Ce qu'on appelle les simulations conversationnelles. Donc on a vu avec Anne des simulations plutôt de procédurales, de gestes techniques. Ici, on est dans les simulations de conversation. Alors, quel est l'intérêt de faire des simulations conversationnelles digitales? C'est exactement ce que je vais répéter ce qu'Anne a dit, quoi, donc je vais aller vite, hein. C'est on gère le stress par rapport à des jeux de rôle, par exemple, par rapport à envoyer l'étudiant au feu, dans les hôpitaux. C'est déployé à la grande échelle, sur des plateformes de formation comme, Moodle dans les écoles vétérinaires. Ça met l'apprenant, donc en l'occurrence l'étudiant ou le vétérinaire, dans un environnement sécurisant. Il peut faire des erreurs, il sait qu'il va pas y avoir de conséquences, qu'il va pas se fâcher avec le client. C'est répétable, il va pouvoir aussi évoluer, refaire, gagner plus de points, voir son évolution. Ça peut être réaliste, si c'est bien formulé, si les scénarios sont bien faits, et puis on peut utiliser les leviers de motivation intrinsèques, Anne en a parlé aussi, notamment un gros levier de motivation avec nos nouvelles générations, ce qu'on appelle la gamification. Donc c'est exactement le même principe que ce qu'Anne a montré, c'est-à-dire on gagne des badges, des points, on a des classements, et tout ça, on peut le mettre en place avec ces simulations conversationnelles. Alors je vous montre un premier exemple, c'est un projet qu'on a fait avec le SIMV. C'est pas pour les vétérinaires, mais ça vous expliquera un petit peu comment ça fonctionne. C'est pour les délégués vétérinaires, pour les former à la loi anti-cadeau, donc tout ce qui est anticorruption. Donc à gauche, vous avez le délégué, à droite, vous avez une étudiante véto qui vient au stand de la VAC et qui demande à ce qu'on lui finance ses analyses pour sa thèse. Donc vous savez qu'il faut faire des conventions de recherche et tout ça, peut-être que vous savez maintenant. Et donc, il faut former les délégués à ça, c'est une obligation légale. Donc tous les labos sont passés à travers cette formation. Donc on a vu un petit scénario, puis ensuite on va demander au délégué, sur ce petit jeu, de sélectionner ce qu'il va faire. Donc il a 3 choix. On va lui dire: «Ben écoute, ouais, je te finance tes analyses», ou «Attends, faut que je demande à mon patron», ou «Attends, je suis pas sûr, en fait, légalement, je peux pas le faire». Ensuite, on voit les conséquences, et donc là, en l'occurrence, il a pas forcément fait le bon choix, donc il y a Jean-Pierre qui arrive, et Jean-Pierre, c'est son manager, et il va le recadrer en disant: «Attention là, tu as dit qu'on pouvait le faire, mais en fait, on peut pas forcément le faire, quoi. Donc il va falloir que tu ailles la revoir et que tu lui expliques ce qui s'est passé». Ce qu'on appelle des scénarios branchés. Alors en bas, rapidement, vous voyez, il y a un petit compteur de points, ce que je vous parlais, la gamification du système de points. Ça, on l'a développé, hein, on l'a développé dans des scénarios, donc des conversations. Ça peut se faire également dans des systèmes de raisonnement clinique, par exemple, ce qu'on a pu faire avec la VAC sur le plan éco-antibio. Comment ça fonctionne? C'est pour, ceux, de ma génération ou au-dessus, heu, c'est les livres dont vous êtes le héros. Ceux qui se souviennent, c'est-à-dire que vous aviez, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez un livre, vous lisez un chapitre et puis on vous disait: voilà, tu es dans un château, tu peux aller sur la porte de gauche ou la porte de droite. Si tu veux aller sur la porte de gauche, va au numéro 35, et la porte de droite, va au numéro 46. Donc comme vous le voyez à l'écran, il y a ce qu'on appelle des points de décision. Donc le premier point de décision à gauche, on a 3 choix, un choix qui est pas bon, un choix qui est bon et un choix qui est moyen. Si le choix si l'apprenant, donc le vétérinaire par exemple, l'étudiant fait le choix vert, il va directement au point de décision qui est tout à droite. Il zappe toute la séquence parce qu'il a fait le bon choix. Par contre, s'il fait le mauvais choix en haut, en rouge, on lui laisse la possibilité de se rattraper avec un deuxième point de décision. Mais s'il se trompe trop, il arrive dans une impasse. Donc l'impasse, ça peut être par exemple le client qui se fâche. Dans le cas du projet avec le SIMB, c'est vous faisiez licencier. D'accord? Si vous a donc parce que c'est un vrai point de douleur des délégués. Donc
Euh, donc là, par exemple, dans notre cas, ça peut être ouais, un client qui se fâche, vous discutez avec un client où vous n'avez pas tous les éléments de l'anamnèse et puis vous êtes complètement piégé au moment des hypothèses diagnostiques. Ça reste assez figé hein, par rapport à la question, Anne, que tu posais à Maxime tout à l'heure. On est un peu là-dedans. Quoi. On a créé un cadre et c'est compliqué de sortir du cadre. Ensuite sont arrivés les robots conversationnels. Donc, on est dans de la simulation conversationnelle. Donc, c'est là où on va voir si ça fonctionne. Donc, c'est la même technologie que ce que Raphaël a montré. Je n'y avais pas pensé d'ailleurs, Raphaël, quand tu as préparé ta présentation. Je tiens à remercier Marion aussi, qui nous avait aiguillé sur la technologie. Donc, en fait, c'est un projet qu'on a eu pour un laboratoire euh, qui est. euh, donc, c'est là où il faut que je passe à gauche, je pense. Je joue, parce que tout à l'heure, on n'arrivait pas à lancer un PowerPoint. Moi, je vais lancer de la techno en direct. Vas-y, je laisse faire. Il faudrait qu'on l'envoie. Ouais. Ici. Ouais, c'est ça. Vous voyez? Ouais, vas-y. Mais par contre, c'est pas le bon URL. Ouais, c'est pas le bon. Mais attends, je peux le taper manuellement. Hein. Faut juste que je me débrouille. Attends, tu l'as où le... Il est là? Ah, c'est celui-là, regarde. En fait, c'est ça. C'est bon? Tu le vois, Dan, à l'écran? En visio? Ok. Donc, donc ça, c'est un chatbot conversationnel. C'est un cas qu'on a développé sur l'épilepsie. C'est une formation qui est faite en présentiel, qu'on a fait avec Laurent Cosigny et Kirsten Nice, pour former les vétérinaires à mieux gérer les cas de convulsion pour un labo. Et donc, c'est un cas clinique interactif, mais au lieu d'avoir les cas qu'on a vus avec les choix, on a un chatbot. Donc, c'est exactement la même technologie que ce que Raphaël a présenté, sauf qu'en fait, on va pouvoir, si ça fonctionne, et là, je vais voir oui, ça va fonctionner. Donc, on a monsieur Hervé Vénère, donc, parce qu'il est vénère, ça, c'est les ingénieurs pédagogiques, ils aiment bien faire des blagues. Il vient en consultation, il a son chien qui s'appelle Shaker a une crise d'épilepsie hier. Et donc, on va faire rentrer Monsieur Nair dans la conversation, dans la salle de consultation, on va lui poser des questions. Par exemple, une question de l'audience. Combien de temps ça a duré? Combien de temps hop, voilà, je vais pas lancé, tiens, c'est intéressant. Ok, une autre question, je sais pas, a-t-elle vomi? Ok? Donc, on n'est pas vraiment dans une simulation proche, puisqu'en fait, je suis en train de taper sur mon écran et le système me répond. Je peux poser autant de questions que je veux, et puis dès que j'ai terminé, je tape stop et puis je passe sur les hypothèses diagnostiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des chatbots règles. Donc c'est un petit peu le même modèle que Raphaël a montré, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une entrée de texte, et puis on va créer des règles. Si la règle contient vomi, régurgitation, je lance la réponse sur est-ce qu'elle a vomi. Si la règle contient combien de temps ça a duré, je lance la règle sur la durée de la crise. Si je n'ai pas créé la règle, le système lance, je ne comprends pas, pouvez-vous reformuler la question? Et l'ingénieur va analyser les conversations et manuellement va recréer des règles au fur et à mesure des usages. Donc, vous imaginez que Dan va formuler une question d'une façon, Jean-François va le faire différemment. Donc, il va falloir imaginer, avec les ingénieurs pédagogiques, les experts, toutes les façons de générer ces questions. Donc, ça demande un peu de boulot, quoi. Et en pratique, on a un retour qui est, par exemple, ici, c'est le retour que l'expert avait, donc Laurent, par exemple, avait pour faire la formation. C'est une formation qui était faite en présentiel. Donc en direct, il avait un graphisme qui lui disait, ben là, tu as 10 vétos dans la salle, et sur les 10 vétos, il y en a 25% qui ont posé toutes les questions sur les sites cliniques.
Par contre, on a 100% qui ont posé toutes les questions sur la description de la crise et s'il y a eu une autre crise. Et donc, l'expert, le formateur, il va pouvoir adapter son discours en disant, ben, OK, la description de la crise, vous maîtrisez, je vais pas vous en parler. Par contre, la fréquence des crises, il n'y a personne qui a posé les questions, donc je vais vous montrer le type de questions qu'il faut poser, quoi. Et donc, on fait un peu de la formation sur mesure. C'est clair pour tout le monde? Ouais. Arrive l'IA générative. Alors, l'IA générative, on en parle beaucoup depuis 18 mois, 24 mois, mais la réalité, c'est que c'est sur le marché depuis très, très longtemps, hein. OpenAI, ChatGPT, en fait, ceux qui s'y intéressent depuis plusieurs années, c'était, en bêta sur le marché et ça commence à tester. Et c'est là qu'on joue. Donc là, j'ai besoin d'un volontaire, Dan. On n'a rien préparé, hein. Donc on va soit avoir ce que j'appelle un effet, Bonaldi, c'est-à-dire que ça va pas marcher du tout, soit ça va fonctionner. Donc je vais te laisser, c'est là, tu peux venir là. Ouais, bah ouais, ou je vais le lancer. Attends, ouais. Elle est où ma souris? Le micro, c'est de l'ordinateur ou de, Là, ou pardon. de ça, tu penses? Il vaut mieux que je pense que tu parles là si on l'a bien testé. On n'a pas besoin de régler le micro là. Bon, c'est paramètre juste en dessous. Tout à l'heure j'ai fait microphone, il me l'a trouvé tout de suite. Donc, tu me dis ce que je dois faire. Microphone autorisé. Il y a une caméra. Ça sera ma mort, quoi. Ça a bugué, ouais. Mm. On va le tester, puis on va voir. On parle de quoi? Je vais juste regarder ce qu'on voit avec. Ça marche. Place à la pratique. Vous êtes en consultation aujourd'hui. Votre ASV vient de vous informer que votre prochaine consultation est avec Madame Durand et Médor, son Golden Retriever âgé de 3 ans. Médor mâchouille encore sa peau. Il a déjà eu des consultations à cause d'affections cutanées et des soucis au niveau de ses oreilles. Vous avez mis en place des antibiotiques et des corticostéroïdes, et sa réponse au traitement est variable. Votre mission est de poser autant de questions que vous le souhaitez pour obtenir un historique détaillé. Pour commencer, cliquez sur le bouton microphone en bas à droite de Je peux l'écran. juste t'expliquer. Maintenez le bouton enfoncé. Donc, juste au passage, elle n'existe pas cette dame, hein. Elle a été générée par intelligence artificielle. On a tapé du texte et la vidéo s'est générée. Bonjour docteur. Je suis ravie de vous revoir. J'étais enchantée lorsque j'ai découvert que ma consultation était prévue avec vous. J'ai amené Médor avec moi aujourd'hui car il se gratte. Donc ici, on a une interface assez similaire à WhatsApp. Donc je vais cliquer sur le bouton, Dan, et tu vas poser une question. Est-ce que Médor reçoit des traitements actuellement? Oui, Médor est actuellement traité avec un médicament pour les puces et un autre pour les infections de la peau. Nous avons également commencé à utiliser un shampoing spécial pour les démangeaisons, qui semble fonctionner mieux que le précédent. On en fait une autre, juste pour la route. Quel est le médicament pour les infections? Et là, elle répond pas. Bref, parce que j'ai Autre un problème avec le Ah, micro. Ouais, ok. le micro ne répond pas. Mais voilà, le système, voilà comment il fonctionne. Donc en fait, là, on est par rapport au chatbot règle où on avait, comme vous l'avez vu, et je vais repasser sur la présentation. Au lieu d'avoir des systèmes de règles avec en disant si la phrase contient ce mot, je lance cette réponse. En fait, il y a une boîte noire, et ne me demandez pas ce qu'il y a dans la boîte noire, je ne suis pas spécialisé en intelligence artificielle, mais il y a une boîte noire qui va analyser en fait la question, qui va corréler la question à ce qu'on appelle un contexte. Donc là, le contexte, c'est
probablement vous l'avez déjà entendu, ce qu'on appelle le prompt, quand on fait de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a créé un prompt qui dit, vous êtes un propriétaire de chien, voilà l'historique de ce chien, voilà le traitement qu'il reçoit. On a travaillé 6 mois sur le prompt, hein, pour qu'il fonctionne, pour venir. Et donc, derrière, euh, la boîte noire analyse tout ça, met en relation donc avec le prompt et génère une réponse. D'accord? Donc, on a un système qui est au-delà de le fait de l'utiliser à la voix, qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus réaliste. Et comme vous demandez à ChatGPT, euh, tu es expert en automobile, donne-moi les 3 voitures les plus rapides. Et bien là, en fait, on lui dit, tu es propriétaire de chien, je suis vétérinaire, je vais te poser des questions, réponds-moi. Donc, ce système, il change complètement la façon de développer ces simulateurs conversationnels, vous vous en doutez. Après, la question, c'est, OK, mais, et ça a été dit aussi plein de fois aujourd'hui, c'est quel est le retour que l'apprenant a? Parce que c'est bien, on mime la conversation, on déstresse, on le fait dans un environnement sécurisant, mais à la fin, ce qui importe, c'est le feedback, quoi, le retour que l'apprenant il a. Eh ben, l'intelligence artificielle, elle peut aussi aider à ça. Alors, je suis désolé, c'est en anglais parce que pour l'instant, il n'y a pas de solution qui existe en France à ma connaissance. Mais en haut à gauche, par exemple, vous avez un simulateur conversationnel développé par une boîte anglaise sur ce qu'ils appellent des conversations critiques, donc managériales. Donc là, c'est un recadrage managérial. Et c'est par exemple pour les gens qui travaillent dans l'industrie. Et vous voyez que ça va évaluer si donc setting a welcoming tone, demonstrating good listening skills, c'est tout ce qui est écoute active. En fait, ça va scorer la qualité de la conversation et l'application de l'écoute active et ça va donner un commentaire en disant c'est bien, tu as posé des questions, mais tu aurais plus reformuler, par exemple. En bas, vous avez un autre système qui, lui, un peu à ce qui se fait pour maintenant sur Zoom, par exemple, ou d'autres solutions, qui va analyser aussi les mots pollueurs en disant, en fait, quand tu fais une conversation, tu as tendance à dire des E ou des en plus de manière automatique pour l'apprenant. Et à droite, c'est une solution française qui est en développement à ma connaissance, et en plus d'analyser la qualité de la conversation, elle analyse le non-verbal. C'est-à-dire qu'elle va regarder si les gens regardent leurs pieds, vous regardent dans les yeux, sourient, et donc avec la même technologie. Donc, ces simulations conversationnelles, elles viennent enrichir le parcours de formation. Elles ne vont pas remplacer, à l'instar de ce qui a été fait dans les centres de simulation, elles ne vont pas remplacer les jeux de rôle, elles ne vont pas remplacer les stages en clinique. Elles vont enrichir les parcours. Donc, par exemple, comme ce que Maxime a fait, où il avait je caricature Maxime, un traumatisme quand il envoyait les étudiants dans les élevages porcins. Ben, moi, j'ai été traumatisé sur ma première conversation critique, quoi. Donc, comment je peux être formé à travers des formations digitales pour, entre guillemets, désacraliser la conversation, et puis ensuite, bah, quand je vais me retrouver en stage ou en jeu de rôle avec Chantal Legrand à Alfort, avec des acteurs, bah, je serai préparé. Donc c'est la même logique du jamais la première fois sur le patient, on l'a vu, qui a été décliné dans notre environnement vétérinaire, jamais la première fois sur l'animal. Et là, on ouvre une nouvelle porte qui est jamais la première fois sur le propriétaire, sur l'éleveur, sur le confrère, sur l'ASV. Finalement, comme beaucoup de professions, on est avant tout une profession sociale, qui est basée sur les interactions sociales. Et avec ces solutions, on ouvre une nouvelle porte de développement des compétences. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je peux les prendre.